Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19 h. Ce soir, jusqu'où peut-on pousser le concept de déradicalisation ? La radicalisation avait été un des mots de 2015. La déradicalisation est bien partie pour marquer 2016. Ce qui n'existait jusqu'à présent en France qu'à l'état artisanal est en train de se structurer. Le premier centre officiel de déradicalisation a été inauguré il y a un mois à Bordeaux. D'autres devraient suivre. La tâche est immense. La semaine dernière, Le Figaro titrait en une 8250 individus radicalisés en France, soit un doublement en moins d'un an. Chiffre impressionnant, même s'il s'avère qu'il s'agit avant tout de signalements. Des individus qu'il s'agit en tout cas désormais de ramener dans le droit chemin. Oui, mais comment définir ce droit chemin ? Poser la question de la déradicalisation, c'est se demander à quoi les personnes radicalisées vont devoir renoncer pour pouvoir à nouveau vivre avec la société. Renoncer à la violence seulement ou renoncer aussi aux idées qui les y ont conduits ? Jusqu'où peut-on pousser le concept de déradicalisation ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, deux invités ce soir. Gérald Bronner, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. Vous avez travaillé sur les phénomènes de radicalisation. Vous avez publié il y a quelques années de cela La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. C'était publié au PUF et ça vient d'être réédité avec une préface, comme on dit, inédite, n'est-ce pas ? Enfin, une introduction et une augmentation du texte d'ailleurs. Voilà. Et puis vous avez été sollicité par le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance pour travailler à la mise en place de ces centres de déradicalisation. Pour discuter avec vous ce soir, Jean-Marc Rouillant, bonsoir. Bonsoir. Ancien membre du groupe Action Directe, ce qui vous a valu de passer un quart de siècle en prison, puisque vous avez été arrêté en 87 et condamné à perpétuité pour assassinat. Vous êtes aujourd'hui toujours en liberté conditionnelle. Vous vivez, vous travaillez à Marseille. Vous êtes par ailleurs écrivain. Vous avez sorti un certain nombre d'ouvrages. Je citerai le dernier aux éditions Agone, Je hais les matins. C'était en mars 2015. Là aussi, je crois que c'est une réédition. C'est une réédition de mon premier livre. Et puis vous êtes désormais acteur, vous m'avez dit tout à l'heure, acteur comique. Il faut savoir se contenter de beaucoup. C'est un film qui sort aujourd'hui au cinéma, film de Jean-Henri Meunier, avec notamment l'affiche Noël Gaudin, on le connaît sous le nom de l'Entarteur. C'est un film qu'on peut voir pour les Parisiens à l'Espace Saint-Michel, c'est dans le 5e arrondissement, et on peut également le voir à Marseille. Oui, dans d'autres villes de province, ouais. Alors avec vous deux, donc ce soir, l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui recouvre ce concept de déradicalisation. Mais pour commencer, je vous propose plutôt de m'intéresser à ce que recouvre le terme de radicalisation, ce qui permettra après de voir ce qu'il faut enlever à ces individus radicalisés. La définition que vous donneriez, vous, Jean-Marc Rouillant, de la radicalisation, ce serait laquelle ? Je suis un radical, j'ai été radical et je crois que je finirai radical. Radical pour moi, c'est s'attaquer aux racines au mécanisme profond de l'oppression et de l'exploitation d'aujourd'hui. Je suis marxiste, donc je pense que c'est s'attaquer vraiment à la marchandise, à l'argent et aux mécanismes qui font l'accaparement capitaliste. Donc je suis radical. Ça ne veut pas dire radical qu'on emploie les armes. Les armes ne sont que des méthodes de lutte, même si elles ont des formes stratégiques pour l'insurrection. Mais pour moi, le radicalisme, c'est vraiment la profondeur de l'engagement pour une cause et son orientation. C'est pas du tout la forme de l'expression de cette radicalité. Et je ne crois pas du tout à la déradicalisation, parce que quand vous l'employez, c'est surtout par rapport à une classe, par rapport à une population opprimée et exploitée, et ça n'a pas de... Je vois pas pourquoi on déradicalise pas la bourse, les traders, les ministères qui aujourd'hui nous mettent sous état policier et état d'exception. Pourquoi on ne parle pas de déradicalisation contre les plus réactionnaires de la bourgeoisie ? Donc conception large, on va dire pour vous, Jean-Marc Rouillant, et de la radicalisation et de la déradicalisation. Est-ce que c'est une définition dans laquelle vous pouvez un petit peu vous retrouver, Gérald Bronner ? Vous avez envie de vous y opposer ou de la compléter ?
Non, je m'y retrouve pas du tout. Enfin, ça vous étonnera pas, évidemment. Disons que moi, de façon très terre à terre, et j'ai essayé de me poser évidemment cette question, et je préfère parler d'extrémisme d'ailleurs que de radicalité. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est le titre de mon livre, la pensée extrême, parce que précisément, je pense que c'est la combinaison de deux choses. La pensée extrême, c'est la combinaison d'une adhésion radicale à des idées radicales. Et si je distingue bien les deux, c'est que je pense que nous sommes tous des radicaux, dans le sens où nous adhérons tous radicalement à certaines idées. J'adhère radicalement à l'idée, je pense qu'on est au moins tous d'accord là par exemple autour de la table, de l'égalité fondamentale entre les hommes, par exemple. Raison pour laquelle je condamne inconditionnellement la notion d'esclavage, même si cette notion pourrait avoir un intérêt économique. Ça nous paraîtrait aberrant de défendre cette idée, par exemple, dans l'espace public aujourd'hui, mais dans l'histoire des idées, cette idée d'esclavage, par exemple, elle a été défendue notamment pour des raisons économiques. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui serait totalement inaudible aujourd'hui. Donc, il y a une forme de radicalité qui définit notre vivre ensemble, puisque c'est un terme très à la mode, mais cette radicalité-là ne se porte pas sur des idées radicales, ce qui fait que nous pouvons coexister. Mais c'est quoi une idée radicale par rapport justement à cette idée que tous les hommes sont égaux? Ça, vous n'en faites pas une idée radicale? Non, justement, cette idée n'est pas radicale dans la mesure où elle a une charge universaliste. C'est-à-dire que dans un monde idéal où tout le monde recevrait les meilleurs arguments qui défendraient l'égalité des hommes ou les meilleurs arguments qui combattraient cette idée d'égalité des hommes, un cerveau normalement constitué penserait que la première est plus fortement argumentée que la seconde. Donc vous voyez que c'est là, en cela qu'on se distingue, c'est que moi je lutte contre le relativisme. Je pense qu'en effet, et c'est une position qui n'est pas facile à tenir, il y a des systèmes d'argumentation qui sont supérieurs aux autres. Donc on distingue des individus radicalisés parce qu'ils ne défendent pas des idées qui seraient universalistes. Ils adhèrent radicalement à des idées radicales, en effet. Voilà, Jean-Marc Rouillant. Donc ça veut dire que défendre la libération des opprimés et des exploités, c'est pas une vision universelle? Ah si, je pense, oui. Donc pourquoi vous mettez ceux qui ont participé au mouvement de lutte armée dans les années 70 et 80 au milieu de gens qui sont ce que vous critiquez? Eh bien, pour cette raison que vous avez dû lire dans mon livre, que je fais encore une distinction supplémentaire. Je voulais pas rentrer dans ce détail, mais je suis obligé. Merci à Jean-Marc Rouillant de me le permettre. Et je distingue encore la question d'universalisme que j'appelle transsubjectivité. Excusez-moi. Une idée transsubjective, c'est une idée qui a une charge universaliste. Le terme n'est pas de moi. Je le reprends notamment de Raymond Boudon. Et par ailleurs, les propositions qui sont sociopathiques. Les propositions qui sont sociopathiques, j'aime pas non plus ce terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Elles sont en fait agonistiques. C'est-à-dire, c'est une proposition qui est contraire à une autre. C'est-à-dire, deux idées ne peuvent pas coexister ensemble dans un même espace social lorsqu'elles sont sociopathiques. Exemple, pour un exemple trivial, si vous adhérez inconditionnellement à l'idée que la chaise sur laquelle vous êtes assise est la vôtre, et que j'adhère moi aussi inconditionnellement à cette idée, nous ne pouvons pas coexister pacifiquement. Donc il y a des systèmes d'argumentation qui peuvent avoir une charge éventuellement universaliste, mais qui sont sociopathiques dans leurs conséquences. Et d'ailleurs, on l'a vu historiquement, y compris pour les groupes qui viennent d'être évoqués. Moi, j'ai une petite parenthèse. Je ne sais pas comment vous allez participer à ces cellules de déradicalisation. Ah ben, je vais vous le dire. Mais non, mais simplement avec ce vocabulaire, vous parlez vraiment une autre langue des gens que vous voulez déradicaliser. Ça me... Pourquoi est-ce que vous dites ça, Jean-Marc Rouillant? Parce que donc les cellules de déradicalisation sont destinées aux petits gamins de banlieue qui, dans un processus extrêmement complexe, social, historique, de décolonisation, etc., sont dans un processus de radicalisation. En suivant votre analyse de la radicalisation. Et je crois qu'ils ne peuvent pas entendre un tel discours. Il n'est pas question que je leur parle de ça, Jean-Marc Rouillant. Non, mais alors on a deux langages. Alors on a deux langages, c'est comme à l'université. Ça les intéresse pas. Là, je suis en train d'analyser ce que c'est que la pensée extrême. Parce qu'on est sur France Culture, mais vous adressez pas eux, là. Je le ferai n'importe où, même s'ils étaient là, mais c'est pas la question qu'ils vont me poser, tout simplement. Mais pardonnez-moi, je suis un petit peu intrigué, Jean-Marc Rouillant, quand vous dites c'est pas ce que pensent ces jeunes-là. Alors vous êtes à Marseille. Est-ce que c'est des jeunes que vous croisez de temps en temps, avec qui vous discutez de ces questions-là? J'ai passé 25 ans de ma vie en prison. J'ai vu arriver les premiers combattants islamistes. Les Algériens, ceux du FIS, ceux du GIA, puis après les combattants d'Al-Qaïda. Et à peine avant ma sortie, les premiers islamistes sur la base qui est défendue par Daesh.
Donc je les connais personnellement, je les ai vus, j'ai passé mes journées avec eux. Je n'ai pas de sympathie politique avec leurs idées qui sont pour moi féodales, mais en même temps j'ai essayé de comprendre pourquoi nous, la gauche radicale, la gauche extrémiste comme vous diriez, l'ultra-gauche, terme très journalistique, on a perdu les quartiers populaires. Ma question chaque fois, c'est comment eux ont-ils réussi à se développer et pas nous? Est-ce que vous y avez vu des individus politisés, alors pas sur les mêmes thèmes que vous pouviez l'être vous, que vous l'êtes peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, mais malgré tout des individus politisés, c'est-à-dire qui défendent des convictions fortes? Bien sûr, bien sûr. Des conditions, je ne sais pas comment dire, parce que politiser, pour moi, ça avait un sens des années 60 et des années 70. Ils sont pas politisés comme on pourrait l'entendre fondamentalement dans nos cercles immédiats, j'allais dire blancs. Mais ils sont très politisés. Ils sont très politisés et les émeutes de 2005, par exemple, qu'on a raconté, ils n'ont aucune politisation. Ils ne pensent qu'avoir des Adidas, des marques, etc., etc. Mais quand même, quand il a fallu lâcher les Adidas pour aller se battre en Syrie, ils l'ont fait. Ils sont politisés et on les méprise. Ils sont tellement rejetés, les enfants des quartiers populaires, tellement rejetés dans nos périphéries, et on ne leur donne même pas l'analyse de dire qu'ils représentent une idée politique. Est-ce que Gérald Bronner, vous pouvez rejoindre Jean-Marc Rouillant sur cette idée-là, justement, c'est-à-dire d'individus qui sont pas seulement radicalisés d'un seul coup, parce que c'est vrai, quand on parle aujourd'hui de radicalisation, on a l'impression, puis c'est souvent présenté comme un phénomène extrêmement brutal qu'on ne voit pas venir. Est-ce qu'au contraire, il faut l'envisager comme un processus idéologique un peu long, avec des gens, oui, qui défendent des convictions, et à qui donc il va falloir répondre sur le terrain des convictions? Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec ce que M. Rouillant vient de dire concernant le fait. Je ne crois pas du tout que ce soit une population dépolitisée. En tout cas, pas ceux qui font l'objet de notre inquiétude quand on parle de radicalisation, bien entendu. Ils sont porteurs de valeurs. On l'oublie complètement. C'est-à-dire que ça, il y a quand même, là aussi, il faut mettre de la science là-dedans. C'est-à-dire que il y a eu toute une série d'études qui ont été faites sur ces individus en général, on va dire. Et même s'il faut faire bien attention à des généralisations excessives. En général, ils sont équilibrés psychologiquement du point de vue des normes de la psychiatrie, mais on peut les contester, et en tout cas, ils ne sont pas victimes d'éclipses des convictions morales. Ce sont des individus qui sont porteurs de valeurs, qui défendent des valeurs. Une des raisons pour lesquelles ils vont en Syrie, pas la seule, loin de là, mais une des raisons, c'est aussi pour des raisons humanitaires, croit-il. C'est-à-dire qu'on les attrape aussi avec ces questions-là. Vous citez dans votre livre, Gérald Bronner, l'anthropologue Scott Atran, qui disent que ceux qui rejoignent Daesh s'inscrivent dans une catégorie que les sociologues appellent la distribution normale, en termes de caractéristiques psychologiques comme l'empathie, la compassion ou l'idéalisme. Et ils veulent principalement aider plutôt que faire du mal. C'est-à-dire, si on ne comprend pas ça, on ne va pas être capable d'élaborer des plans de déradicalisation. Il faut fermement distinguer l'indignation que je trouve moi légitime que l'on peut ressentir quant à leurs exactions terroristes, n'est-ce pas? Et cette indignation ne doit pas, je dirais, occulter nos capacités d'analyse. C'est ça le problème. Il y a une confusion un peu entre les deux. C'est pour ça qu'il faut mettre de la science. C'est là que la sociologie commence. Jean-Marc Rouillant. Non, si nous avons été, nous, c'est-à-dire la génération de la lutte armée dans les années 70-80, si nous avons été défaits, c'est comme partie d'un tout de l'Union soviétique, aux syndicats, à toutes les partis d'extrême gauche, mais de gauche, et des idées de gauche, parce qu'on le sait maintenant, les idées de gauche ont quasiment disparu de ce pays. C'est par la force. C'est par une contre-révolution qui a succédé 68 et qui a duré un certain temps, mais c'est aussi par rapport aux militants de la lutte armée, c'était par la torture, par l'isolement, par la prison, les années, par l'achat des repentis. On peut pas dire que les repentis sont revenus à la normalité. Ils passent le plus clair de leur temps à expliquer pourquoi il était juste de dénoncer leurs camarades. Donc, c'est pas des êtres normaux, c'est voilà. Donc, au sens général. Donc,
On a été battu par un ennemi qui était beaucoup plus fort et qui avait su sortir une contre-propagande qui a réussi à nous isoler. Mais on ne peut pas parler qu'on a été déradicalisé, que les jeunes qui voulaient nous rejoindre ont été déradicalisés. Il n'y avait pas de structure à l'époque de ce type. Dans tous les conflits, il y a toujours les supplétifs. C'est la guerre psychologique en Algérie. Ça vous fait sursauter, supplétif? Non, pas du tout. Je m'avance sur ma chaise. Bon, c'est pour mieux s'installer. Non, mais c'est le terme. C'est-à-dire que vous allez vous poser une question à des cellules organisées comme les cellules de l'éducation nationale ou des responsables de syndicats de l'éducation nationale, des directeurs de lycées, de collèges vont se rendre à la préfecture régulièrement pour essayer de voir, de déterminer, de dresser des listes de sujets radicaux dans leurs établissements. Mais c'est tellement scandaleux qu'on fasse participer des enseignants à cette chasse. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je veux faire dans ces centres. Là, vous vous méprenez complètement. Alors expliquez-nous peut-être justement, Gérald Brunner, qu'est-ce que vous allez faire, enfin si tant est que vous le sachiez vraiment précisément, parce que c'est en train de se mettre en place. Je sais ce que moi je veux faire. Ce que ces centres seront, c'est autre chose. C'est pas à moi de répondre. J'ai pas participé à la centre de déradicalisation, c'est un terme qui vous convient pas tout à fait d'ailleurs. Non, justement, ça va me permettre d'expliquer ce que je vais y faire brièvement. Donc, j'ai pas participé à la mise en place de ces centres. Moi, imaginez que ces centres soient un collège, disons, je suis un enseignant parmi d'autres. J'ai accepté de le faire et avec cet objectif. Et là, je crois pas à la déradicalisation. D'abord, je pense que ça voudrait dire qu'on retire des croyances d'un cerveau. Je crois que déontologiquement, déjà, je le ferai pas. C'est pas du tout, c'est pas mon job, si je puis dire. Parce que ça serait quoi? Ça serait de la manipulation? Oui, ce serait une forme de manipulation mentale, probablement, mais c'est surtout c'est de la science-fiction. Je veux dire, personne ne sait faire ça, on n'a jamais réussi à faire ça, on peut torturer les gens, etc., etc. C'est pas ça qui les fait changer de point de vue en réalité, de mon point de vue. C'est pour ça que je n'aime pas le terme déradicalisation. Ce que moi je propose de faire dans ces centres, ce qui du coup me pose aucun problème déontologique, mais peut-être ça en posera à Monsieur Rouillon, c'est tout simplement d'essayer d'activer le système immunitaire intellectuel de ces individus, ce qu'on appelle la pensée critique. C'est précisément parce que je considère que quelle que soit leur radicalité, leur croyance, etc., ça reste, justement, je refuse de les mettre en dehors de la communauté humaine. Ça reste des êtres humains. Je considère, de mon point de vue, en effet, qu'ils ont été victimes de certaines illusions mentales, mais je leur parlerai certainement pas de politique ou de religion. C'est pas du tout mon sujet. C'est-à-dire qu'ils restent attachés à telle religion ou à telle idéologie politique n'est pas mon problème. Ce que je veux simplement faire, c'est leur faire une initiation en quelque sorte à ce qu'on appelle la pensée méthodique, à l'esprit critique qui se tourne d'abord sur ses propres intuitions. Ça veut dire que si vous considérez que s'ils avaient eu cet esprit critique suffisamment développé, ils ne se seraient pas radicalisés de la façon dont ils l'ont fait. Quand on sait qu'un des premiers marchepieds de cette radicalisation, d'un point de vue cognitif, c'est les théories du complot, et que par exemple les théories du complot sont fondées sur la confusion très fréquente entre corrélation et causalité, c'est ça qui m'intéresse moi. C'est leur expliquer qu'une corrélation n'est pas une causalité. Je ne veux pas aller au-delà de ça. Et ensuite, j'estime qu'ils seront en mesure de faire leur déclaration d'indépendance mentale. Et ils feront bien ce qu'ils veulent ensuite. Moi, mon mandat sera terminé. Donc, je n'ai aucun problème, car j'ai le sentiment, en effet, qu'il s'agit plutôt de l'expression d'une liberté individuelle que je vais favoriser plutôt qu'une contrainte science-fictionnelle qu'on voit dans les films, mais qui n'existe pas, moi, dans ma discipline. Jean-Marc Rouillon, il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'envisage de faire Gérald Brunner, c'est-à-dire donner l'esprit critique à des individus, ça, c'est effectivement c'est une des conditions de la liberté. C'est respectable, mais ça fait partie du justement ce que j'appelle le travail de guerre psychologique autour des adversaires. Mais c'est pas, je veux dire simplement, ils vont sortir de vos cours là où je ne sais pas comment ça se présentera. Ils vont sortir, ils vont faire 200 mètres, ils vont se faire contrôler une première fois par les flics. Alors donc ils vont dire oui, j'ai un esprit critique, donc c'est pas sûr. Ils vont se faire mettre à la station de métro parce que ça ne se passera pas dans leur cité. Ils seront alignés contre le mur, comme j'ai vu cet après-midi des gens avec les mains contre les murs et fouillés. Au bout du troisième contrôle, tout ce que vous leur aurez appris dans l'après-midi va disparaître, c'est sûr. J'espère que non, mais
que voulez-vous que je fasse d'autre que ce que je sais faire? Comment vous voulez normaliser une population qui est en état d'apartheid? Mais il ne s'agit pas de les normaliser, il s'agit de leur redonner toute l'expression de la possibilité d'utilisation de ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre libre arbitre. Ça veut dire que les opprimés, bon là, je ne veux faire aucune apologie, les opprimés n'ont pas de politique, n'ont pas droit de politique qui sortirait de la norme qui est dictée par les oppresseurs. Ça veut dire la normalité des oppresseurs. Et croyez-vous vraiment que ça soit la normalité des oppresseurs, par exemple, que de trouver loufoque qu'on annonce la fin des temps pour bientôt et qu'il faut la précipiter sur un certain nombre de signes complètement aberrants? Eh bien, moi, je trouve que c'est pas là l'expression d'une oppression intellectuelle, mais plutôt la possibilité d'une libération intellectuelle. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette. Jusqu'où peut-on pousser le concept de déradicalisation? C'est la discussion que nous avons ce soir entre Gérald Bronner et Jean-Marc Rouillant. Avant de poursuivre cette discussion absolument passionnante, je voudrais vous faire écouter, alors c'est juste l'extrait d'un témoignage qui a été diffusé il y a quelques mois de cela sur France Culture, dans l'émission des Pieds sur Terre de Sonia Kronlund. C'est un témoignage recueilli par Leila Jetli, dans un centre de prévention, dans le centre, de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. C'est le centre qui a été mis en place par Dounia Bouzar. Le témoignage, c'est celui de Samia. C'est une jeune fille qui a été donc radicalisée et qui est venue dans ce centre pour essayer de se reconstruire un avenir. À quoi tu rêves maintenant? D'aller en Égypte. Pour faire des études au Caire, pour pouvoir bien comprendre ce que c'est vraiment la religion et être sûr de ne pas retomber dedans et pouvoir, si Dieu le veut, aider après les êtres jeunes qui ont voulu partir. J'ai envie de faire un désendoctrinement parce que je me dis que on ne devrait pas vivre ce qu'on vit là. C'est des choses vraiment traumatisantes. On sait pas, on se contrôle pas en fait. On dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Moi, je sais que j'ai menacé le juge à plusieurs reprises. J'ai menacé de faire péter la France. Je fais apologie au terrorisme plusieurs fois, donc quand on fait ça, on ne sait pas vraiment ce qu'on dit, on n'est pas conscient, on n'est pas nous-mêmes en fait. Voilà, très court extrait d'un témoignage beaucoup plus long qu'on peut retrouver sur le site des Pieds sur Terre. On a également mis le lien sur la page du Grain à moudre. Jean-Marc Rouillant, quand vous entendez par exemple ce genre de jeune fille qui, elle, lance presque un appel à l'aide, dit en gros, j'ai besoin qu'on m'aide à... Alors elle parle pas de déradicalisation, mais de désendoctrinement. Est-ce qu'il faut pas les aider, ces jeunes, en tout cas, qui ont besoin de cette aide? On veut ramener des problèmes qui sont de géostratégie, pourquoi il existe Daesh, à cette pauvre fille, qui est tout simplement une repentie, qui a tous les syndromes du repenti, de l'adoration de l'adversaire, parce qu'elle a connu la prison, la justice, et je ne crois pas qu'elle soit beaucoup plus libre de ce qu'elle était quand elle était militante d'une des organisations islamistes. C'est malheureux. Moi, je trouve ça. Même le seul fait de le montrer, de le donner à entendre, moi, ça montre que je suis ni avec eux, ni avec vous, ni avec pas du tout, quoi. Je sais pas une conception de l'homme et de la libération. Ça vous gêne qu'on puisse entendre ce genre de témoignage? Oui, pour elle ou pour elle, je suis très malheureux pour elle, parce que avant elle avait une cause qui était mauvaise. Là, elle n'a plus que le discours du pouvoir dans la bouche et de la normalité. Je voudrais qu'on m'aide et je ne comprends pas qui j'étais. Elle était quelqu'un qui est né sans doute dans un quartier populaire. Elle a connu des conditions de vie. Je veux pas ramener au social, mais c'est quand même. Il faut comprendre que aujourd'hui, par exemple, avec j'ai des difficultés à pouvoir dire tout ce que je veux. Je suis un peu coincé parce que je voulais revenir. Il y a eu une déclaration de guerre de la France. Ce qu'on appelle la France, que vous n'aimez pas Todd, mais je crois que c'est le livre qui m'a réconcilié avec lui. Voilà, sur les manifestations du 11 janvier, considérant que c'était des manifestations qui portaient une forme d'islamophobie. La vieille France a déclaré la guerre aux banlieues. Et
Voilà, cette petite était dans un camp et elle est passée dans l'autre, et c'est pitoyable. Voilà, je sais que tous ces processus sont faits souvent par la torture carcérale, parce que dès qu'on est arrêté comme terroriste, on est envoyé dans des quartiers d'isolement qui sont faits et qui sont conçus pour briser les individus. Et je la trouve beaucoup plus brisée. C'est une personne brisée, mais dans les combats, dans ces guerres, qui est une guerre mondiale, évidemment, il y aura énormément de victimes et énormément de personnes comme elle, brisées, blessées, brisées. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que cette jeune fille, prenons cet exemple de cette jeune fille, mais il y en a d'autres évidemment, Gérald Bronner, pour l'aider à se reconstruire tout en faisant en sorte qu'elle soit en mesure d'assumer, elle, cette reconstruction, que ça soit pas quelque chose dont elle a l'impression qu'on le lui a imposé? C'est ça, j'avoue que on n'est plus dans ma partie de compétences, mais il y a effectivement des enjeux identitaires très forts, et c'est pas pour rien, si vous voulez, si on revient à des chiffres un peu de la terre ferme, c'est pas pour rien que la classe d'âge modal, c'est pas une classe sociale là cette fois, une classe d'âge modal qui est tentée par ces aventures intellectuelles, c'est à peu près entre 15 et 25 ans. On sait que c'est un âge, en particulier l'adolescence, où on est en fragilité identitaire. C'est pendant l'adolescence, par exemple, que, vous savez, il y a le plus de pratiques de superstition. Alors, ça a l'air de n'avoir rien à voir, mais la superstition, c'est quoi dans le fond? C'est une forme de stratégie mentale pour négocier avec l'incertitude du monde. Quand je crains quelque chose, je vais toucher discrètement du bois, même si je vais affirmer ne pas être du tout superstitieux. Donc il y a une fragilité identitaire, on le voit, il y a un pic de pratiques superstitieuses pendant l'adolescence, et qui explique aussi qu'on a besoin de toute une série de réponses. Ce qui est donc, à la limite, dommageable, c'est qu'un certain nombre de propositions simplistes, parce que c'est ça la question. Moi, j'ai pas du tout, justement, de mépris pour ces populations, qu'elles viennent de classes, disons, nécessiteuses ou pas, ce qui n'est pas du tout le cas, je le répète, en moyenne. Et c'est les profils de ceux qui s'abandonnent à la violence politique sont extrêmement contrastés, donc il ne peut pas y avoir une explication simple, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus autour de la table. Donc, ce que je crois, c'est que dans un espace social équilibré, il faut ménager des alternatives intellectuelles. Je pense pas qu'il faille la déterminer à choisir ceci ou cela, mais ce qui est très important, c'est qu'elle soit pas confrontée à une forme de monopole cognitif, parce que cette proposition intellectuelle, elle lui propose de façon simpliste de réagir de façon manichéenne concernant le bien, le mal, la géopolitique, etc. C'est ça le problème. Et à quel moment est-ce qu'on pourra considérer que cette jeune fille, donc, aura été déradicalisé? Pardon, je réutilise ce terme, même si on est d'accord sur la table qu'on a un petit peu de mal avec ce terme. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est quels seront les critères? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'elle aura abandonné, par exemple, l'idée d'aller faire le djihad en Syrie, parce qu'elle aura abandonné la violence, parce qu'elle aura abandonné ses idées? C'est-à-dire, finalement, à quoi on reconnaît un individu qui est déradicalisé? Je dirais que, en fait, grosso modo, c'est difficile comme question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Je dirais qu'un individu radicalisé, on nous donne des indices. On dit, voilà, attention, il y a tels indices qui font que cette personne est en train de se radicaliser. Absolument. Je dirais qu'un homme ou une femme ordinaire est caractérisé, en fait, par un niveau d'accommodement moral que le radical considère facilement comme de la lâcheté. Voilà, c'est ça la caractéristique de l'homme ordinaire. C'est un peu un être soumis, le déradicalisé. Non, il accepte. C'est pas du tout de la soumission. Au contraire, je trouve qu'il y a de la grandeur à accepter la complexité morale de certaines injonctions personnelles. Par exemple, je crois que en général voler c'est mal. Je crois que voler c'est mal, mais ça dépend des circonstances. Que voter c'est bien. Donc en fait, je crois que voter c'est bien, mais peut-être ça dépend des circonstances aussi. Vous Donc il y a des accommodements. Une population qui a subi deux dénis de démocratie, c'est-à-dire on leur a dit vous allez pouvoir voter. Et les partis islamistes ont gagné les élections et 2 fois c'est des coups d'État militaires qui les ont chassés de pouvoir. Donc comment vous allez leur dire? Vous allez revenir vers la normalité de la démocratie, mais votez pour nos partis, ceux qui nous représentent là-bas. Non. Mais là, si je puis me permettre, Monsieur Rouillant, vous raisonnez un peu comme eux entre guillemets, c'est-à-dire comme ceux qui utilisent non mais c'est la rhétorique islamiste, c'est-à-dire que vous pratiquez de façon métonymique, par catégorie, c'est-à-dire que vous parlez, je pense, des événements d'Algérie par exemple, mais eux ne sont pas concernés. On parle d'une jeune fille qui a pas connu ces événements-là. Si vous croyez, j'en sais pas davantage sur cette jeune fille, je dois dire. Voilà, si vous croyez que dans les quartiers on ne suit pas, c'est bien ce que je veux vous dire. C'est bien ce que je veux vous dire. Ce qui se passe en Algérie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une assimilation cognitive par catégorie qui devrait pas forcément les concerner à titre. Et je pense que c'est le piège mortel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de fonctionner sans cesse par des logiques métonymiques de eux contre nous,
Hein, et ça, je pense qu'il faut refuser ce type de logique. Cette jeune femme qui vient de parler, elle fait partie de ma communauté. Je n'adhère pas aux mêmes valeurs qu'elle, mais nous sommes de la même communauté. Et je m'adresse encore une fois, en particulier à son cerveau. Et j'ai un cerveau moi aussi. Moi aussi, je fais des erreurs, par exemple. Vous voyez. Bon, nous sommes des êtres humains. Voilà, mais on peut dépasser ça quand même. On est en situation de guerre. Il y a une guerre civile. Il y a une guerre au niveau mondial. On pourrait discuter du terme guerre. C'était un peu une idée. Qu'est-ce que la guerre? Mais est-ce qu'il existe une guerre civile dans ce pays depuis quelques années entre une population qui se trouve assez localisée dans des quartiers populaires? Ou n'existe-t-elle pas? Est-ce que c'est seulement ma vision complotiste de la situation c'est pas du complot, c'est pas une théorie du complot, mais en revanche, vous parlez à leur place, et il n'est pas du tout certain que ces populations se reconnaissent dans votre discours. Non, je ne veux pas parler à leur place du tout. Est-ce que vous jugez la situation de ces populations par rapport aux événements les plus visibles que l'on voit, qui ne sont pas forcément représentatifs? Vous avez dit des militants islamistes que j'ai connus donc dans leur succession à l'intérieur des prisons. La nature fondamentale qui a changé, bon, je ne parle pas du GIA et du FIS, entre ceux qui étaient sur la base de Al-Qaïda et qui étaient beaucoup plus intellectuels, beaucoup plus formés, des ingénieurs, des commerçants que j'ai pu rencontrer, alors que la compréhension du conflit mondial par Daesh, c'est de saisir que les banlieues de nos cités étaient des alliés objectifs, et étaient devenus des alliés objectifs. Ah ouais. Et non pas simplement parce qu'ils étaient arabes, musulmans, mais parce que le conflit, il est dans la déstabilisation qu'a créé le néolibéralisme et en particulier l'impérialisme américain dans la zone du Proche-Orient. Et là, on va pas parler du tout, de géopolitique. Mais ça serait, il faut pas en rester simplement à ce fait de radicalisation. Il faudrait parler un peu du conflit dans son environnement politique. Bon, en tout cas, moi, c'est une absence de votre livre, à mon avis. J'ai un seuil d'incompétence qui est vite atteint, comme vous pouvez le comprendre. Mais ce que vous dites, je crois, est très vrai sur la différence des populations concernant Daesh et Al-Qaïda. On sait parce qu'il y a un grand livre de Mark Sajman qui a étudié la caractéristique statistique de ces populations, et on voit qu'elle est très probablement différente de celle de Daesh. Et d'ailleurs, ça a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Abu Moussad al-Souri, dans un grand texte qui a été très viral. Vous voyez que votre seuil d'incompétence n'est pas si bas que ça. Avec la résistance islamique mondiale, c'était en 2005. Donc il appelait justement à un islamisme par rhizome, très précisément, en visant ces populations. Et bon, ça a l'air pour l'instant d'avoir relativement bien fonctionné. En préparant l'émission, je me suis fait une réflexion que vous allez peut-être trouver un petit peu idiote, Jean-Marc Rouillant, mais je me disais, tiens, puisqu'aujourd'hui, donc, voilà, la France dit, voilà, on va ouvrir des centres de déradicalisation pour essayer de, si ce n'est régler, mais enfin en tout cas de se confronter directement à ces jeunes qu'il faut donc déradicaliser. Est-ce que les autorités finalement n'auraient pas intérêt à faire appel à quelqu'un comme vous, qui a eu un cheminement, alors idéologique certes différent, mais un cheminement de radicalisation, pour peut-être justement bénéficier de votre expérience. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez été sollicité, et est-ce que si on vous le demandait, même si je me doute un petit peu de votre réponse, vous accepteriez? Je ne suis pas un collabo, j'ai jamais eu l'esprit collabo, ni de supplétif. J'ai pas pris parti dans ce conflit. Ça pourrait être un truc très dangereux aujourd'hui. On voit le diktat du pouvoir et il faut être de son côté. Et c'est un peu, ça rappelle des situations d'autres guerres. Et je suis assez neutre dans ce conflit. Je comprends les victimes de tous les côtés. Je suis plutôt proche de groupes, par exemple, comme le PKK qui est en première ligne contre Daesh. Sur les Kurdes, les Kurdes du PKK, ou le Parti communiste libanais qui se bat en première ligne aussi. Donc, et le Hezbollah, qui est une organisation islamiste mais progressiste et chiite. Mais non, je ne pourrais pas collaborer. C'est pas dans ma nature. Pour vous, Gérald Brenner, est-ce que cette discussion-là que vous avez, il nous reste encore 5 minutes avec Jean-Marc Rouillant, c'est une discussion qui peut aussi vous intéresser par rapport à ce que vous allez faire dans ces centres, à vos interventions justement? Est-ce que ça vous apporte aussi peut-être un regard et un discours qu'on n'a peut-être pas non plus tellement l'habitude d'entendre aujourd'hui de manière un peu publique?
Non, ça c'est sûr, parce que d'ailleurs, je pense que Jean-Marc Rouillant accepterait cette évaluation. C'est un discours extrême que je considère moi extrême dans le par exemple. Donc il faut me déradicaliser selon votre. Non, parce que j'ai pas du tout cette intention. Si vous voulez, d'abord, je pense que c'est un sourire. J'imagine avec un sourire des professeurs d'université à l'époque, on luttait contre les mandarins, qui seraient venus nous dire, dans nos villes comme à Toulouse où il y avait barricades et bagarres quotidiennement, venez vous installer dans une salle de classe, on va vous expliquer qu'il va falloir retrouver le sens et la normalité. On aurait rigolé. On aurait peut-être rigolé. Je vous aurais confronté à un certain nombre d'exercices, d'illusions mentales, et vous auriez été obligé de reconnaître que votre cerveau, comme le mien, dans certaines circonstances, fonctionne mal. Vous pensez donc c'est tout ce que j'aurais fait. L'enthousiasme révolutionnaire de mai 68, c'était que de l'illusion et qu'on était vraiment. Peut-être pas. Ce qui nous différencie fondamentalement de militants islamistes du GIA à Daesh, nous, ceux qui avons lutté jusqu'aux armes, c'est la joie de combattre, de vouloir se libérer d'un monde qui était mortifère et qui est mortifère. Au contraire, tous les combattants islamistes sont tenu par l'idéologie mortifère. Que produit ce système? Oui, là, il y a quand même un point commun. Je sais que c'est des analogies, disons, qui sont peu flatteuses, donc qui ne vous conviendront pas, mais il y a une représentation de l'avenir dans les deux cas qui ressemble à une forme de millénarisme politique. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'attente d'un grand soir, d'un moment où les choses vont basculer, avec une avant-garde éclairée, en l'occurrence du prolétariat, indépendamment de ce que pense le peuple ici et maintenant. On croit pouvoir dire quels sont ses intérêts. C'est comme une doctrine qui est assez large. Et de la même façon, dans le millénarisme islamiste, même si vous avez bien lu dans mon livre, je ne fais pas de comparaison du tout. Ce sont des valeurs, il n'y a rien de plus antinomique que les valeurs qui étaient défendues dans ces groupes-là. Mais il y a tout de même des points communs, puisqu'il y a l'attente aussi, non pas d'un grand soir, mais d'une apocalypse, de signes avant-coureurs, avec une avant-garde éclairée, etc. Et le problème avec ceux qui veulent accélérer l'histoire, c'est que généralement, ils n'ont pour toute réponse que la violence. Et donc, je pense qu'il est normal qu'un certain nombre de citoyens ordinaires comme moi s'inquiètent de ce type de proposition d'accélération de l'histoire. Jean-Marc Rouillant, la violence aujourd'hui, c'est plus votre mode d'expression. Il y a Libération qui vous a consacré il y a quelques jours un portrait très intéressant, dans lequel vous expliquez que en prison, donc vous y avez passé de longues années, vous vous êtes inventé une autre vie avec la littérature. Et Libé cite cette phrase que vous avez, semble-t-il, prononcée: je ne crois pas que j'ai perdu de temps en prison. Mais vous disiez tout à l'heure, alors si les mandarins étaient venus nous voir, on aurait bien rigolé. Mais est-ce que cette forme de déradicalisation, en tout cas d'invention d'une autre vie, vous l'avez pas trouvée dans les livres et dans la littérature? Je sais que vous avez vu Une jeunesse allemande. Oui. Et alors, faut dire Une jeunesse allemande. C'est un livre sur les brigades, c'est un film sur la rotor armée fraction. Voilà, merci. Donc les camarades allemands, et vous les avez vus dans ce film. On les montre comme ils étaient avant le choix des armes. C'était des gens pleins de vie, on voit énormément Bader en train de rire dans des manifestations même assez violentes d'ailleurs, où la police les frappe alors qu'ils portent un cercueil. C'est ça, notre engagement en 68, c'était une libération, vraiment une libération immédiate. Combattre pour la liberté, c'est déjà atteindre un moment de liberté. Et dans la lutte armée, tout au cours de la lutte armée en Italie, j'ai combattu en Italie, j'ai combattu en Espagne, j'ai combattu avec des camarades allemands, j'ai toujours trouvé une joie de vivre, une solidarité, une fraternité, et jamais des gens qui disaient on tue pas pour mourir nous-mêmes. Il n'y a pas eu de martyrs, il n'y avait pas de martyrs chez nous. C'est-à-dire, on était toujours dans la joie du combat. Mais je doute pas un instant de l'exaltation que doit représenter ce type d'engagement, que les choses soient claires. Mais vous savez que la seule différence, c'est la représentation de la mort. Eux croient qu'ils vont continuer leur combat après la mort, c'est tout. Merci beaucoup Gérald Bronner et Jean-Marc Rouillant d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle donc Jean-Marc Rouillant, Il faut savoir se contenter de beaucoup. C'est le film dans lequel vous jouez aux côtés de Noël Gaudin, Sergi Lopez également, film de Jean-Henri Meunier qui sortait en salle aujourd'hui. Il faut regarder sur internet pour voir où est-ce qu'on peut avoir des projections. Et puis Gérald Bronner, La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Ouvrage réédité au PUF.
Un grand merci à toute l'équipe du Grain